Au sommaire de ce nouveau numéro de Par 78, notre invité, Christopher Baldelli, le président de RTL. On peut être président de la première radio de France et excellent golfeur. On vous fera aussi découvrir le parcours de l'Albatros, celui de la Ryder Cup, comme vous ne l'avez jamais vu grâce aux sublimes photos de Claude Rodriguez. Et puis, gros plan sur la première compétition de TV78 qui avait lieu le vendredi 20 octobre au Golf National. Et enfin, le conseil du pro. Christopher Baldelli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Par 78. Alors, vous êtes le président de RTL, vous êtes aussi golfeur, donc on va parler un peu de radio et un peu de golf. Dans cet ordre-là, radio puis golf. Ah bah oui, parce qu'il y a un lien, vous allez voir. Alors d'abord un mot d'RTL, première radio de France. Il n'y a pas qu'RTL, il y a RTL 2, il y a Fun Radio. Absolument, on a des radios pour tous les goûts, tous les âges, tous les types de musique. Alors je disais RTL, première radio de France, on a un paysage audiovisuel, un paysage médiatique qui est en train de se bouleverser, de bouger beaucoup. On a l'impression que la radio est un petit peu préservée de ces bouleversements. Est-ce que c'est votre sentiment ou est-ce que vous pensez que ça bouge? Non, c'est tout à fait exact. C'est même les chiffres objectifs sont là, c'est-à-dire que le média radio est plutôt plus écouté aujourd'hui qu'il l'était il y a 15 ans. Là où tous les médias classiques, télévision, presse écrite évidemment, ont parfois des difficultés à s'adapter à ce monde numérique, voient leurs audiences, leur usage baisser. La radio, c'est l'inverse. Quand on regarde par exemple, La Croix sort chaque année un baromètre pour dire quels sont les médias dans lesquels vous avez le plus confiance pour l'information. Et il classe systématiquement la radio en tête, devant la presse écrite, devant la télé. Parce que je crois que la radio, c'est la voix, et que la voix, c'est quelque chose de beaucoup plus direct, plus personnel, et que du coup, je pense qu'on a plus confiance en écoutant quelqu'un qu'en le regardant. Si on le regarde, on est déjà dans le monde de l'apparence, on se pose des questions, est-ce qu'il est comme ça, est-ce que c'est une mise en scène? Quand on entend une voix, je crois qu'on sent très simplement et vite dans une voix la sincérité. Si aujourd'hui, en 2017, ce média va très bien, c'est parce qu'il est très moderne. Il est très moderne parce que déjà, c'est un média non exclusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écoute sa radio en roulant en voiture, c'est le seul média compatible avec le permis de conduire, avant la voiture autonome. On écoute la radio en conduisant, en prenant son bain, en se rasant, en cuisinant, en jardinant. Presque, peut-être même en faisant du golf. On peut écouter avec un... Oui, il y a des casques. On peut écouter avec un casque sa radio en faisant du golf. Je ne sais pas si c'est bon pour le golf, mais pour la radio, c'est bon. Pour la radio, c'est bien. Vous êtes arrivé à la tête du groupe en 2009. C'était déjà un groupe qui avait une très forte notoriété. Comment on fait quand on préside un groupe comme ça? On fait attention de ne pas tout bouleverser, mais de changer quand même des choses. Il y a deux choix. Soit on ne bouge rien, et on est dans un monde qui va très vite. Et dans un monde qui va très vite, quand on ne bouge pas, on recule. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si j'avais laissé durant ces 8 ans le RTL que j'ai trouvé, je suis sûr qu'aujourd'hui RTL ne serait pas la première radio de France et le groupe RTL de radio ne serait pas le premier groupe privé de France. Maintenant, dans l'autre sens, il ne faut pas croire non plus que le changement est toujours positif et qu'il ne faut pas changer pour changer. Parce qu'il y a des changements qui sont très pertinents et les auditeurs en sont très contents et ils rencontrent le succès. Ça a été le cas des grosses têtes avec Laurent Ruquier ou de Stéphane Bern quand il est arrivé sur RTL venant de France Inter. Et puis il y a des changements qui ont l'effet inverse, qui vident la baignoire, la salle. Je ne donnerai pas d'exemple, mais on peut en trouver quelques-uns. Ça peut arriver. Un mot quand même, alors sur la radio et le golf, parce qu'il va arriver un événement extrêmement populaire dans le monde, le 3e événement télévisé après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, c'est la Ryder Cup, qui arrive en 2018. Comment on fait dans une radio qui n'est pas forcément habituée à parler de golf? Est-ce qu'on peut traiter de ce genre d'événement? Le golf, c'est quand même aujourd'hui près de 500 000 licenciés, plus de pratiquants. On n'est plus dans le golf des années 80 qui était très élitiste. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, le golf est un sport, si on joue dans un club public, très accessible. Et donc, c'est un sport. Mais il y a encore d'efforts à faire. Ça, c'est certain, mais on n'en est plus là. Et puis enfin, la Ryder Cup, c'est peu connu en France, mais c'est quand même un événement mondial qui a la force de plus être des individus mais des équipes. L'Europe contre les États-Unis. C'est donc on y croit et on pense que ça vaut le coup du coup comme grand média, comme première radio, d'essayer de faire partager et découvrir cet événement.
Alors, on va parler un peu de golf. Le golf est arrivé quand, à peu près, dans votre vie? Ah, c'est une passion presque tardive. En fait, je jouais toujours au tennis et je jouais beaucoup au tennis et je me disais je me mettrais au golf le jour où physiquement voilà. Et j'ai un ami qui me dit non tu as tort, mets-toi-y même un peu parce que ton swing ne sera pas le même si tu commences à 40 ans ou si tu commences à 60 ou à 70 ans. C'est vrai. Tu gagneras du temps même si tu décides de jouer plus tard. Et du coup, c'est à peu près ce que j'ai fait. J'ai dû me mettre au golf à 40 ans et quelques, ce qui est assez tardif, mais j'espère pas trop tardif. Président d'un grand groupe, on est occupé. Vous arrivez quand même à trouver un petit peu de temps pour... Mais j'ai trouvé une solution, c'est que je fais des 9 trous. Ah oui. Quand on fait des 18 trous au golf, et tous les traditionnalistes vous diront que le golf c'est 18 trous, point barre. Oui, mais c'est très long. 18 trous, c'est au moins 4 heures de jeu, le temps de venir, le temps de s'habiller, de repartir. 9 trous, c'est pour moi l'équivalent d'un double en tennis. C'est 2 heures. Voilà, un double en tennis, ça prend 2 heures. 9 trous, c'est 2 heures. Mais il y a d'ailleurs un site qui a été créé qui permet aux gens de jouer pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Ouais. Et c'est vraiment. Et tous les directeurs de golf disent c'est l'avenir. Mais oui. C'est difficile de 5 heures. Mais c'est exactement la même question que vous posiez sur RTL. Changer ou rester tel quel, je crois que pour tout sujet, le golf en fait partie. Que faut-il garder de la tradition et que faut-il apporter comme modernité? Je pense qu'un sport, même s'il a des très belles et des traditions très fortes comme le golf, si d'aucune façon il ne fait rentrer en compte la modernité dans sa façon d'être pratiqué, d'être conçu, au bout d'un moment, le résultat il est simple, c'est qu'il y a moins de gens qui jouent. Donc si on peut résumer, on pourrait dire que vous êtes un président et un golfeur heureux. Ah, je suis sûrement un président de société plus heureux parce que mon niveau de jeu au golf n'est pas encore suffisant pour me permettre d'être pleinement satisfait. Mais ça m'arrive sur un coup. Vous savez, j'ai commencé au jeu au golf, cet ami je lui dois beaucoup. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, tu sais, sur une partie de golf, 18 trous, même si tu as très mal joué, tu auras sans doute fait un coup exceptionnel du niveau d'un professionnel, un putt à 12 mètres, une approche, et à l'arrivée, tu ne te souviendras que de ce coup, donc ce sera toujours positif. Bon, mais merci beaucoup, Christopher Baldelli. Alors, il y a un petit exercice dans cette émission, je ne sais pas si vous voulez vous y prêter, c'est qu'on vous filme en train de swinger, puis après, on fera regarder ça par un pro qui va vous dire, peut-être qu'il va dire c'est parfait, quoi, il n'y a rien à faire. Il y a peu de chance, mais c'est un exercice redoutable mais petit, donc je m'y soumets volontiers. Ok, merci infiniment. Ok, merci Patrice. Bonjour à tous, bienvenue au Golf National. On m'a une nouvelle fois confié la tâche d'analyser un swing. Cette fois-ci, c'est celui de monsieur Christopher Baldelli. Et donc, je vais essayer de lui donner quelques petits conseils pour l'aider à progresser. Ce qu'on peut observer sur le swing de Christopher, tout d'abord, je pense que la première des priorités est de lui apprendre à maintenir les angles pendant son swing. On voit une posture où il est très assis avec les genoux et lorsqu'il swing, on voit qu'il ne conserve absolument pas son plan d'épaule, c'est-à-dire qu'il a tendance à se relever, à beaucoup déformer en fait les angles, sa posture de départ. Simplement ce qui va poser énormément de problèmes de contact ensuite à la descente. Donc ce que je lui préconise simplement, c'est quand il est en posture déjà d'être un tout petit peu moins avec les genoux vers l'avant, de chercher à redresser un peu plus déjà le bas du corps, chercher un peu plus d'inclinaison simplement avec le haut, avec un bas du corps où il est un tout petit peu moins assis et fléchi avec le poids réparti sur les talons. Ce qui va lui permettre également derrière d'arriver à avoir un bassin qui va rester dans le même plan pendant tout le mouvement et éviter d'avoir un changement d'inclinaison qui risque d'être un petit peu problématique. À la suite de ça, ce qui serait intéressant pour lui est évidemment de comprendre et de le faire travailler sur le fait qu'il doit conserver le plan de ses épaules dans le démarrage du swing. Donc notamment un exercice comme ceci avec un feedback visuel, donc devant un miroir, devant une vitre, de manière à faire beaucoup de mouvements comme ceci, où l'objectif est de vérifier que l'inclinaison des épaules reste perpendiculaire à l'axe de la colonne pendant le backswing. Voilà, donc un travail général sur le pivot, et puis de lui amener ensuite, une fois qu'il a compris cette dimension, à simplement l'amener à travailler un petit peu sur le fait que le poids va passer sur le côté gauche et que le bassin va prendre de l'avance, puis les épaules. Et ensuite, les bras et les mains, enfin les bras et le club vont prendre le relais ensuite dans l'impact pour générer de la vitesse et transmettre l'énergie dans le club. Un deuxième petit point important, alors je n'ai malheureusement, j'aimerais bien l'avoir en face de moi pour vérifier, mais on a en tout cas le sentiment, enfin j'ai le sentiment que
Sa main gauche est peut-être également un petit peu dans la paume, donc un tout petit peu trop haute à cet endroit-là, vous voyez, le grip ici, ce qui pose souvent un petit problème d'armement et qui provoque souvent ce genre de problème qu'on peut observer sur son swing. Alors là, j'ai pas de certitude, mais c'est une piste à explorer et je pense qu'il devrait vérifier avec son pro, en tout cas. Déjà que le club soit bien placé, un tout petit peu plus dans les doigts, c'est-à-dire sur la phalange du milieu de l'index et la base du petit doigt, avant de venir refermer la main dessus. Voilà, le sentiment, alors, on a l'impression qu'il n'est pas capable de réaliser ou de faire circuler le club dans ce plan-là, ce qui est souvent le cas quand le grip est placé un peu trop dans la paume de la main. Voilà, qu'il pose quelques petits problèmes pour générer de la vitesse et surtout ramener sa face de club un peu plus square, en tout cas au moment de l'impact. Claude Rodriguez, bonjour. Alors, vous publiez Parcours de lumière, Fairways of Light, comme on dit en anglais. C'est un livre sur le golf national aux éditions S Echo. Votre relation, votre histoire avec le golf national, c'est une histoire presque ancienne. C'est une vieille histoire. Je venais de rentrer du Québec, j'ai commencé les photos de golf et j'ai un ami qui m'a présenté Hubert Chénaud, qui était l'architecte de ce golf, du golf national, et qui m'a fait visiter le golf. Et je suis tombé en amour, comme on disait au Québec, avec ce golf. Et j'ai commencé à le photographier il y a 24 ans. 24 ans, et on a d'ailleurs dans ce livre la première photo du golf qui date de 24 ans. C'est la première photo que j'ai faite. Pratiquement tous les ans, je suis venu faire un tour, 2 tours, 3 tours. Et j'ai pas lâché le golf national bien avant qu'il s'agissait d'un Ryder Cup. Alors, vous avez d'abord photographié parfois très tôt le matin, parfois à la tombée de la nuit, parfois sous la neige. Et donc, ça donne des photos absolument exceptionnelles et extraordinaires. Est-ce que c'était votre but comme ça, de faire un peu redécouvrir ce parcours à ceux qui le connaissaient ? Je m'emploie à faire découvrir les parcours de golf d'une façon différente que les golfeurs le connaissent. Parce que les golfeurs le connaissent sur un angle sportif. Le trou, c'est un trou, il faut le faire en temps de coup. Moi, pas du tout. C'est le paysage qui m'intéresse, c'est la méditation que je trouve sur un golf. C'est le silence. Je disais, on peut le voir de façon très différente. C'est vrai qu'il y a des photos comme celle-là, par exemple. Ça, c'était pratiquement au lever du jour, au moment où le soleil sort. Comme pratiquement toutes les photos que je fais, c'était au lever du jour. Alors pourquoi le lever du jour plutôt que le soir ? Parce que la lumière est plus pure, la lumière est plus cristalline. Voyez-vous, cette photo-là, l'illustre, tout est parfaitement net, c'est cristallin et une espèce de paix. J'estime qu'un golf, c'est une œuvre d'art. Je ne suis que le témoin artistique d'une œuvre d'art. Ce lien entre toutes ces photos, et qui donne son titre au livre, c'est la lumière. C'est la lumière. Et l'ombre. S'il y a trop de lumière, eh ben c'est plat. S'il y a trop d'ombre, on ne voit plus rien. Donc il faut un juste équilibre entre... C'est du spectacle. Vous choisissez, vous avez l'idée de ce que vous allez faire avant ? Vous avez l'idée de ce que va donner la photo ? Pas du tout. Au départ, quand j'arrive sur un golf que je ne connais pas, ma grande question, qu'est-ce que je vais faire de cette planche à vache ? Parce que c'est un grand truc vert où on ne voit rien. Et là, je me mets à tourner. Et à tourner, et à tourner. Je ne vois rien. Je ne sens rien. Je ne perçois rien. Et puis à un moment, il y a un déclic. Et à partir de ce déclic-là, tout devient beau. L'endroit où j'étais passé 1 heure avant ou 10 minutes avant, que je n'avais pas vu, et tout devient beau. Et à chaque regard, tout devient beau. Est-ce que vous êtes surpris parfois parce que vous découvrez vous-même en développant les photos ? Au développement, j'ai chaque fois beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce que j'ai là-dessus ? Mais je ne suis pas surpris. Je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai vu. Parce qu'il faut une parenthèse, on voit comme on veut. L'important, c'est de vouloir voir. Et à partir du moment où on voit, tout devient merveilleux. L'important, c'est l'émerveillement. À partir du moment où on s'émerveille, tout devient beau.
Alors, on note même ce que peu de gens savent, il y a quand même des animaux qui se baladent sur le parcours. Là, on voit un renard, par exemple. Le golfe national est très nanti en environnement, en bestioles, en gibier. Il y a de tout sur le golfe national. Il est même protégé, d'ailleurs. Exactement. Évidemment, les gens qui vont venir du monde entier pour la Ryder Cup, quand il va y avoir plein de monde comme ça, évidemment, ils vont voir autre chose. Malheureusement. Oui, pour vous, un beau golf, c'est un golf vide. Un beau golf n'est pas nécessairement un golf vide. Seulement, le monde arrive à l'heure où il n'y a plus rien, où on ne voit plus rien. Ils arrivent pour jouer à 10h, 11h, et la lumière est partie, il n'y a plus rien. Ah, donc si on avait un conseil aux gens qui veulent un peu voir par eux-mêmes ce qu'on voit dans votre livre, vous leur diriez il faut arriver à quoi, 5h du matin, 6h du matin? 6h, 7h du matin. Allez-y le plus tôt possible. Ça c'est magnifique, c'est sublime, mais vous êtes placé où quand vous faites ce genre de photos? À l'endroit le plus dangereux, face au soleil. Ah oui. Parce que de tout temps, on a dit le soleil dans le dos. Eh bien, c'est pas vrai. C'est le soleil de face. Mais c'est la photo la plus dangereuse, parce qu'elle brûle tout. Donc il faut doser la puissance du soleil. Claude Rodriguez, on se trouve juste devant cette voiture qui est votre outil de travail, avec cette échelle que vous avez montée vous-même, que vous avez rapportée c'est depuis le Canada que vous l'avez cette échelle? Ah, pratiquement, c'est là-bas que j'ai inventé, l'œuf de colon. Comme je voulais voir d'en haut, comme disait De Gaulle, l'air y est plus pur, donc j'ai monté mon échelle sur la voiturette. Et depuis lors, partout. Au début, on me prenait pour un fou. Oui. Et là, oui, évidemment, la vue est totalement différente. Voilà, comme ça on a à peu près vos secrets, quelques-uns de vos secrets de photographe. Après, il faudra avoir l'œil et le regard et je ne suis pas sûr que ça soit plus difficile. Je pense que c'est plus difficile à se procurer qu'une échelle. Hein. C'est un cadeau du ciel. Absolument. Écoutez, merci infiniment Claude Rodriguez. Je rappelle le titre de ce livre, Parcours de lumière. Regardez-le, procurez-le vous, achetez-le parce que vous allez voir le golf national comme vous ne l'avez jamais vu et peut-être comme il faudrait toujours le voir. Merci infiniment Claude Rodriguez. Je vous en prie, cher monsieur. À très bientôt. Je suis avec Laurent Mazori, président de TV78. C'est à vous qu'on doit la compétition qui vient de se dérouler, de TV78. Alors, on va tirer un petit bilan, plutôt opération réussie, non? Opération tout à fait réussie. D'abord avec une météorologie qui est absolument favorable et extraordinaire pour jouer au golf. Des participants, je crois, heureux. Un parcours qui a été préparé aux petits oignons par le Golf National. Des compétiteurs qui se sont montrés à la hauteur de ce parcours, qui ont pris, je crois, beaucoup de plaisir. Et qui pas facile le parcours. Ah non, un parcours qui avait été préparé aux petits oignons, comme l'on dit, pour être compliqué, difficile, et que tout le monde puisse s'amuser, aussi bien les golfeurs, on va dire, un peu moins aguerris, que les plus aguerris de ceux qui ont le plaisir de pratiquer ce beau sport. Alors, il n'y a pas de pluie, mais il y avait un peu de vent. Beaucoup de vent. Ça fait partie du jeu. Donc, qui plus est, au Golf National, le Golf National sans vent n'est pas le Golf National. On a l'impression d'être au bord de la mer sans la mer ici. Voilà, il y avait beaucoup de participants et tous les gens étaient très contents de jouer au golf. Et puis, il y a des lots aussi fantastiques parce qu'il y a des très bons sponsors qui se sont mêlés à cette compétition. Absolument. Pour le premier Open, on a effectivement un grand nombre de sponsors. On va avoir des séjours au Maroc qui vont pouvoir être offerts. On a des massages sportifs qui vont être offerts. C'est plutôt sympathique, surtout quand on est, comme nous, fatigué et rompu. On a un ensemble de produits de qualité avec l'ambassadeur d'essence qui participe. On a Igul qui va offrir Igul. Vous aviez fait vous-même la présentation dans une de nos émissions Parc 78 qui permet de jouer au golf. Si on a une heure et demie, voilà, on peut aller jouer au golf. Donc là, un certain nombre de trous vont être offerts. 9 trous seront offerts. On a bien entendu des balles, des polos. Enfin, on a des Ryder Cup offerts par TV78 et 50 ans d'Yvine. Bref, absolument tout ce qu'il faut pour à la fois jouer au golf et se reposer après le golf. Donc, alors si je peux conclure comme ça, il y aura sans doute
une autre compétition TV78. Enfin, c'est la première d'une longue série, quoi. Absolument. En tout cas, la date est quasiment arrêtée aujourd'hui. Elle aura lieu en mars 2018, probablement le week-end du 23-24 mars 2018. Cette fois-ci sur le parcours de l'Albatros, sur 2 jours, puisqu'avec 50 années, nous avons prévu une journée réservée aux entreprises, puisque vous savez, Patrice, que c'est le lieu des entreprises. Voilà, absolument. C'est important pour l'emploi, c'est important pour la richesse de ce territoire. Et puis le lendemain, la même formule en open, ouvert à tous, pour pouvoir pratiquer ce golf que nous aimons tant. Bravo, parce que c'est votre initiative et c'est un succès. Eh bien, c'était un grand plaisir. Et merci aussi au Golf National qui nous a accueillis dans des conditions exceptionnelles. Merci beaucoup, Laurent Vasori. Merci, Patrice. Je suis en compagnie de Yves Dang, qui est le gérant de Séjour Golf Maroc, qui est un des sponsors de la compétition de TV78. Alors, Séjour Golf Maroc, ça offre évidemment des séjours pour les golfeurs au Maroc, séjours hôtel, avion. C'est devenu le Maroc une des destinations favorites des golfeurs aujourd'hui. Tout à fait. Et alors, il faut savoir que le Maroc était la deuxième destination de golf derrière la Turquie, qui était la première destination. Aujourd'hui, le Maroc propose, on va dire, un certain nombre de villes où il y a des golfs très prestigieux, dont le Dar es Salaam à Rabat, qui a été créé par le roi Hassan II, sur lequel qui est vraiment pas contre championnat, enfin PGA européen. Et par exemple, moi, le rôle de Séjour Golf Maroc, qui est une entité marocaine, c'est de faire des partenariats avec les hôtels pour en faire la promotion avec des séjours golf sur la France. Ah, d'accord. Et pourquoi sur la France? Parce que ça fait, j'ai un lien direct avec les hôtels et nous travaillons en distribution avec 2 agences de voyage qui s'appellent Selectour à Camp de Voyage, une à Paris et une sur Elancourt. Vous vous occupez de toutes ces prestations? Si, par exemple, moi je veux partir, mais je voudrais qu'un pro qui me donne quelques leçons, et il aurait raison. Je peux vous demander ça? Oui, tout à fait. Par exemple, mais si je veux y aller juste avec un copain, je peux le faire aussi? Bien sûr. Là, ça s'appelle des séjours, ce que j'appelle individuels. Je travaille avec des hôtels qui proposent des packages pour golfeurs, c'est-à-dire il y a les green fees qui sont compris dedans, l'hébergement, la demi-pension, les navettes vers le golf, et voir un peu plus s'ils le désirent, voire même s'ils sont plusieurs, on va dire personnaliser une salle de restaurant pour qu'ils soient tout seuls pour la remise des récompenses, des choses comme ça. Pour des compétitions. Dans les destinations, alors évidemment, il y a Dar es Salaam, vous en parliez, mais il y a Marrakech où il y a beaucoup de golf. Marrakech, c'est là où vous avez le plus de golf, dans la Palmeraie, avec des grands hôtels, qui est la première destination golfique du Maroc. Mais vous avez d'autres villes, comme par exemple Casarabas, qui est normalement la deuxième destination de golf, puisque nous avons 9 golfs à proposer, mais qui est un peu ignoré des touristes parce qu'ils considèrent que c'est pas touristique, enfin ça n'a pas le tourisme. Vous avez Agadir aussi, où vous avez 4 golfs. Agadir est situé également en bord de mer, donc vous avez des personnes qui aiment bien venir faire un séjour en bord de mer, aller au golf, etc. On peut organiser dans le cadre de l'hôtel, puisque les accords sont faits comme ça, faire par exemple un circuit touristique, une visite d'une ville, la visite... C'est à la carte. C'est à la carte, voilà. Merci beaucoup, Yves Dang. Merci beaucoup. Olivier, je crois que tu as choisi de démarrer par le putting. Oui, effectivement, Patrice, on va démarrer par le putting. Alors, on va parler de la première habileté, c'est-à-dire l'habileté visuelle. Il est important que le joueur ait la capacité de parfaitement lire les greens, bien déceler les pentes, et ensuite qu'il ait la capacité de bien visualiser la trajectoire de balle. L'idée, c'est de putter comme si tu lançais la balle à la main. C'est-à-dire, en regardant le trou, imagine que tu as la balle à la main, tu regardes le trou, tu imagines la pente, tu sens l'amplitude du balancier, tu sens la vitesse, et tu peux même t'entraîner à la main à lancer la balle dans la direction pour qu'elle aille vers le trou. Ça, c'est le premier exercice. Ça a l'air facile.
Le deuxième exercice, cette fois-ci, c'est le club à la main, mais on procède de la même façon. J'imagine la trajectoire de balle, j'imagine la pente, le break, je place le club derrière la balle, je l'oriente correctement, et tout en regardant la trajectoire que je visualise, je putt d'une seule main, comme si je lançais la balle à la main. Troisième exercice, même procédure, mais cette fois-ci avec les deux mains, donc normalement, mais tout en continuant à regarder la pente et à putter en même temps. Donc les yeux à la cible et pas sur la balle. Absolument, Patrice, les yeux à la cible pour voir, sentir et faire en même temps. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.